Bonjour, je suis Sandrine Gris. La présentation suivante porte sur une grande figure de la psychologie américaine du XXe siècle, Carl Rogers. Celui-ci va prendre ses distances à la fois avec la psychanalyse et le behaviorisme pour forger sa propre approche et méthode thérapeutique fondée sur la non-directivité et la centration sur la personne. Rogers va transposer cette approche, appelée psychologie humaniste, à différents domaines, dont celui de l'éducation, en développant une conception éducative nommée pédagogie ouverte. Commençons par quelques repères historiques pour me situer la psychologie humaniste et donc mieux comprendre les fondements de la pédagogie ouverte. La pédagogie ouverte prend ses racines dans la psychologie humaniste. Au début des années 1950, le behaviorisme et la psychanalyse dominaient la scène de la psychologie américaine. Le mouvement de la psychologie humaniste, appelé également la troisième force, c'est-à-dire contre le réductionnisme et le déterminisme, prend alors naissance en s'opposant à ces deux courants. En simplifiant à l'extrême, on peut dire que cette psychologie se caractérise par le fait qu'elle a recours à un cadre de référence interne pour expliquer le comportement humain, contrairement à la psychologie behavioriste qui s'appuie sur l'externe pour l'expliquer. Ce mouvement a pris naissance autour de plusieurs philosophes, psychologues et théologiens, dont Carl Rogers, psychologue et thérapeute, qui en est le père. Les tenants de cette approche mettent l'accent sur ce qu'il y a de plus fort dans l'homme, c'est-à-dire la tendance fondamentale à la réalisation de soi. Cette psychologie a dominé la scène dans les années 1960-1970 et a influencé le courant qui a mis au point une nouvelle forme de pédagogie, la pédagogie ouverte. La pédagogie humaniste ou pédagogie ouverte préconise donc une éducation centrée sur la personne interne plutôt que sur les apprentissages en référence à l'externe. Cette psychologie a influencé et influence encore aujourd'hui le monde de l'éducation. Il existe d'ailleurs encore au Québec une bonne centaine d'écoles qui s'inspirent de ce courant, y compris une cinquantaine d'écoles publiques. Comme nous l'avons dit au début de cette présentation, Rogers va s'opposer avec la psychologie humaniste au courant psychanalytique et psychologique américain dominant des années 1950. Cette troisième voie, la psychologie humaniste, s'oppose donc au behaviorisme, qui considère que la personne est déterminée par son environnement au mépris des valeurs de liberté et de dignité. Elle va également s'opposer à la psychanalyse qui, elle aussi, va considérer que la personne est déterminée, cette fois, par son enfance et ses pathologies. Elle va s'opposer également à Piaget et à son intellectualisme. La psychologie humaniste de Rogers va plutôt proposer de développer le plein potentiel humain, la santé, le vécu, les émotions, le soi. Rogers a en effet le souci de l'individu concret, ainsi que des thèmes comme l'amour, la liberté, la conscience de soi et la créativité. Que signifie exactement pour Rogers le terme humanisme ou approche centrée sur la personne? Cette approche centrée sur la personne qui vise à nous connaître mieux part du présupposé que si une personne comprend comment elle fonctionne et qui elle est vraiment, alors elle s'épanouira et saura s'adapter à son environnement. Ses interactions avec les autres seront également plus conscientes, libres et spontanées. Selon Rogers, que je cite, la nature fondamentale de l'être humain, quand il fonctionne librement, est constructive et digne de confiance.
Rogers part du principe que l'individu est fondamentalement digne de confiance, qu'il possède en lui les ressources nécessaires à son développement ou encore à sa croissance personnelle qu'il va nommer growth, vers donc l'autoréalisation et l'épanouissement qui sont les buts ultimes. Le growth va donc concerner toutes les dimensions de la personne et pas uniquement l'intelligence. En ce sens, on peut dire que Rogers s'est inspiré de la vision humaniste de Rousseau, puisqu'il a une vision positive de l'être humain, de son potentiel, de ses capacités et de sa croissance. Pour Rogers, la personne forme un tout indissociable, corps, sentiments et intelligence. Il considère que sentir est plus important que de comprendre et qu'il faut suivre son corps et son intuition. Chaque fois que j'ai fait confiance à un sentiment interne et non intellectuel, j'ai découvert la sagesse de mon action. Autrement dit, j'ai appris que mon appréciation organismique d'une situation est plus digne de confiance que mon intellect, dit Rogers dans Le développement de la personne, à la page 21. Une des valeurs centrales de la psychologie humaniste de Rogers est fondée donc sur la profonde confiance en l'être humain et dans ses possibilités. Pour Rogers, fondamentalement, toutes les personnes ont une orientation positive. Les valeurs de la psychologie humaniste de Rogers sont également une philosophie de relation d'aide fondée sur 3 attitudes essentielles qui sont également au fondement de sa méthode thérapeutique, soit la compréhension empathique, la congruence, c'est-à-dire l'accord avec soi-même, et l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Rogers va transposer cette philosophie de relation d'aide à de multiples domaines comme les interactions de groupe et surtout l'enseignement. Il va exposer d'ailleurs la pédagogie qui en découlera dans son ouvrage célèbre de 1972, Liberté pour apprendre, en l'opposant au behaviorisme et à l'école traditionnelle. La pédagogie de Rogers est fondée sur la non-directivité. Elle bouscule donc les principes d'autorité en cours dans les années 1960. Elle suit les mêmes orientations que sa méthode thérapeutique, c'est-à-dire une vision positive de l'humain, au sens où il possède des aptitudes naturelles à apprendre, les fameuses 3 attitudes, c'est-à-dire compréhension empathique, congruence et acceptation inconditionnelle de l'autre, et l'implication. Selon Rogers, il vaut mieux apprendre par soi-même qu'accumuler des connaissances. À ses yeux, l'expérience personnelle est ainsi l'autorité suprême à la base de tout apprentissage. En éducation, cela signifie que l'élève désire apprendre, créer, se développer, et que l'apprentissage trouve donc tout naturellement son origine à l'intérieur de la personne elle-même et procède de son mouvement intime et personnel. Avant d'évoquer la dizaine d'idées éducatives influencées par le courant psycho-humaniste, il faut rappeler que ce courant en éducation fait partie intégrante des valeurs de la vision de la psychologie humaniste. Il s'agit donc d'une véritable philosophie de l'éducation selon laquelle l'apprentissage a son point de départ dans l'individu lui-même. Évoquons parmi les idées éducatives contemporaines s'inspirant du courant psycho-humaniste l'idée d'une école et d'enseignants bienveillants envers les élèves, une école soucieuse donc de leur bien-être. Un respect de chaque élève et de ses besoins individuels en considérant que chaque élève est unique et qu'il a donc la possibilité d'avoir un enseignement différencié. Un développement intégral de toute la personne de l'élève et non pas uniquement de son esprit. L'enseignant doit
agir dans ce sens comme guide et accompagnateur de l'élève. Les apprentissages qui sont signifiants pour les élèves doivent être ceux en lien avec leur monde vécu et leurs préoccupations. Il est important également que l'école laisse place à la créativité. Importance également des apprentissages sociaux à l'école, c'est-à-dire en termes de coopération, de collaboration, d'entraide mutuelle, etc. L'idée que l'apprentissage est plus important que l'enseignement. Moi, j'enseigne, mais eux, apprennent-ils ? L'importance de l'action dans l'apprentissage. Est-ce que les élèves apprennent vraiment juste en écoutant parler leur enseignant ou doivent-ils être dans un apprentissage actif et finalement apprendre à apprendre. Bref, l'éducation humaniste est une éducation qui se soucie de la personne dans sa totalité. Elle veille à planifier et à fournir des expériences d'apprentissage qui aident les enfants et de façon générale les gens de tous les âges à divers stades de leur vie à poursuivre le développement de leur plein potentiel humain unique. Autrement dit, les principales caractéristiques de cette conception éducative et pédagogique sont le développement personnel, le comportement créatif, l'orientation sur la personne, le contexte spécifique d'une situation d'apprentissage, c'est-à-dire la prise en considération des éléments cognitifs et affectifs du contenu du cours, et enfin, la méthode d'enseignement. Quels sont donc les principes de l'apprentissage dans la pédagogie ouverte ? Il s'agit tout d'abord de considérer que les êtres humains ont en eux une capacité naturelle d'apprendre. Qu'un apprentissage valable a lieu lorsque son objet est perçu par l'élève comme ayant un rapport avec ses projets personnels. Considérer que l'apprentissage qui implique un changement dans l'organisation du moi ou dans la perception du moi est alors ressenti comme menaçant et que l'élève va plutôt tendre à y résister. Que ces apprentissages qui sont menaçants pour l'élève vont être plus facilement perçus et assimilés lorsque les menaces extérieures vont être réduites au minimum. Et lorsque la menace est faible, l'expérience vécue peut alors être perçue dans ses nuances et l'apprentissage peut alors avoir lieu. On apprend beaucoup et valablement dans l'action. Bref, avoir un apprentissage actif. L'apprentissage est donc facilité lorsque l'élève détient une part de responsabilité dans la méthode, lorsqu'il va être actif dans cette méthode ou dans les stratégies qu'il va déployer. Un enseignement autodéterminé qui engage la personne tout entière est celui qui pénètre le plus profondément et qui est retenu le plus longtemps. L'indépendance d'esprit, la créativité, la confiance en soi sont facilitées lorsque l'autocritique et l'auto-évaluation sont considérées comme fondamentales et que l'évaluation par autrui est vue comme secondaire. Finalement, comme dernier principe, dans le monde d'aujourd'hui, l'apprentissage le plus utile socialement, c'est l'apprentissage des processus d'apprentissage. C'est aussi d'apprendre à rester toujours ouvert à sa propre expérience et à intégrer en soi le processus même de changement. Bref, apprendre à apprendre est la pierre angulaire d'un renouveau pédagogique dans un monde de transformation rapide et qui fait du changement le sens même de son devenir. L'autonomie et l'interdépendance sont les premières valeurs éducatives sous-tendues dans la pédagogie ouverte. L'autonomie est cette capacité d'utiliser ses ressources internes
pour les mettre à profit dans le processus d'apprentissage. Il s'agit pour l'élève de se prendre en charge. Elle se vit en relation avec une autre valeur essentielle, l'interdépendance. Celle-ci peut se définir comme une capacité de composer avec les autres tout en demeurant soi-même, ce qui implique un respect de soi et des autres personnes de son environnement. L'interdépendance implique en corollaire une notion de partage. C'est l'action de partager ses ressources, ses connaissances, ses outils avec les autres qui va donc créer une attente de réciprocité. La liberté et la responsabilisation sont également des valeurs éducatives prônées par la pédagogie ouverte. La valeur liberté est vécue dans la possibilité de faire des choix importants. Il s'agit d'apprendre à choisir, aussi d'apprendre à assumer ses choix. C'est la responsabilisation qui vient donc nuancer la liberté. Ces deux valeurs se vivent dans la classe lorsque l'élève choisit les activités d'apprentissage, les démarches et les outils, les compagnons de travail ainsi que les objets d'évaluation. La valeur participative implique que l'élève prenne une part active à la gestion de son apprentissage et aussi à la gestion de la vie collective de la classe et de l'école. L'élève participera aussi à l'application de ses actions ainsi décidées en tenant compte des contraintes extérieures. Quant à la démocratie, on pourra alors la définir comme suit. Une manière de fonctionner qui va respecter les opinions et les choix des individus dans un groupe donné. Elle favorisera ainsi la pluralité des points de vue. Le rôle de l'enseignant dans la pédagogie ouverte va donc consister à être un facilitateur qui veille à procurer le plus grand éventail possible de ressources d'apprentissage, à créer une atmosphère de sérénité, d'acceptation mutuelle et de confiance réciproque, de s'y consacrer jour après jour par tous les moyens éducatifs possibles, de clarifier les objectifs individuels d'apprentissage, comme à la définition des projets collectifs de classe, de miser d'abord sur le désir de l'élève de réaliser un projet significatif à ses yeux. En conclusion, pour Rogers, l'être humain a une tendance naturelle à la croissance et à l'actualisation. De façon complètement naturelle, l'être humain va actualiser son potentiel et s'en construire de façon positive. Cette perspective mène Rogers à considérer que l'enseignant n'influence qu'indirectement l'élève qui, de toute manière, se développera naturellement de façon positive. En ce sens, l'enseignant ne fait qu'accompagner et faciliter l'apprentissage. Puisqu'un apprentissage n'est valable que lorsqu'un élève considère qu'il entretient un rapport étroit avec ses intérêts personnels, l'enseignant ne peut obliger et forcer une série d'apprentissages qui ne dépendent pas des intérêts de l'élève. Autrement dit, l'enseignant n'est plus transmetteur de savoir en extériorité, mais seulement guide et facilitateur d'apprentissage autodéterminé par l'élève. Ce sont les raisons pour lesquelles, selon Rogers, l'enseignant est en quelque sorte accessoire à l'éducation et aux apprentissages des élèves. Il ne veille qu'à mettre à la disposition des élèves le plus grand éventail possible de ressources d'apprentissage, supposant que l'élève sera apte à s'auto-actualiser et s'auto-évaluer dans le cadre du processus éducatif. Merci.